D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis ici comme conférencier, donc c'est toujours un plaisir. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, un peu dans un esprit aussi pédagogique, c'est un peu une leçon d'histoire. Okay? Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Okay? Pour savoir où on est, il faut savoir d'où on vient. Okay? C'est vrai qu'actuellement, l'économie de Montréal se porte très bien, okay? Même étonnamment bien. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Okay? Or, on va faire un petit voyage dans le temps. Donc, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au cours presque du dernier demi-siècle. Parce que Montréal a vraiment subi, et je n'exagère pas, une révolution. Okay, une transformation majeure. Et pour ceux d'entre vous, surtout, qui viennent d'ailleurs, d'ailleurs moi aussi, je ne suis pas né au Canada non plus, qui viennent d'ailleurs, je pense que ça peut être une bonne leçon d'histoire pour comprendre bien des choses. L'histoire de Montréal, je vais le présenter un peu comme une pièce de théâtre en deux actes. D'abord, on va parler de ce que j'appelle la chute, okay? La période où ça allait très mal, et après la Renaissance. Or, donc commençons un peu. Je suis d'ailleurs, avec l'histoire, je suis assez vieux pour me rappeler de ces moments-là. Donc, pour ceux qui y étaient, probablement très peu d'entre vous, les années de l'Expo 67 étaient vraiment une période glorieuse. Okay? J'étais même pas encore immigrant reçu, mais je connaissais bien Montréal. Et c'était une époque où tout allait bien. On pensait qu'on était le nombreux du monde. Et Montréal était d'ailleurs la plus grande métropole du Canada. Et on voyait vraiment l'avenir en rose. Okay. Mais c'était peut-être le dernier moment. Okay. Après ça, il y a eu une chute brutale. On va essayer de comprendre pourquoi. Et pour presque 2 décennies, grosso modo des années 70 et 80, grosso modo, Montréal, on va le voir avec des statistiques, passait par une période extrêmement difficile et Montréal perd pour toujours sa place historique de métropole du Canada. C'était un choc assez brutal. Peut-être parenthèse comme professeur, là, c'est extrêmement rare dans l'histoire des nations, des pays, que la ville qui était la première ville se fait remplacer par une autre. Tournez-moi quelques autres exemples. En Europe, sans exception, toutes les villes qui étaient la première sont toujours la première. Okay? Or, il y a quelques cas d'exception, comme le Brésil, où São Paulo a remplacé Rio de Janeiro, mais c'est des exceptions. Et le Canada est un cas d'exception, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Après, dans le milieu des années 90, il y a une remontée qu'on va essayer d'expliquer, et une remontée qui, au fond, s'est même accélérée depuis et s'est consolidée depuis. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais faire la haute technologie, je vais frapper là-dessus. Oups! OK. D'abord, pour vous endormir totalement, parce que je suis un professeur, juste une note méthodologique, vous n'avez même pas besoin de la lire ni de comprendre. La seule chose importante, c'est la première phrase, que dans toutes les données et les statistiques dont je vais vous bombarder, okay, l'unité de mesure, l'unité d'observation, c'est toujours la région métropolitaine de Montréal, ou ce qu'on appelle aussi parfois RMR, la région métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada. Est-ce que quelqu'un, donc je ne veux pas totalement suivre vos conseils, je vais leur poser une question. Est-ce que quelqu'un sait quel est le critère de définition de la région métropolitaine de Montréal ou la région RMR, la région métropolitaine de recensement? C'est le même critère utilisé à Toronto, Vancouver, Québec. Quel est le critère? C'est le bassin de main-d'œuvre. Okay? Ça veut dire que c'est tous les territoires où la majorité de la population travaille dans
la région métropolitaine, comme Longueuil, plus que 50% des gens de Longueuil travaillent dans le reste de la région métropolitaine. Laval, c'est la même chose. Nous sommes un marché d'emploi intégré. Okay? Donc, quand vous voyez, par exemple, les données de chômage et tout ça, ça se réfère presque toujours à ce qu'on appelle la région métropolitaine. Okay? C'est la même chose pour Toronto ou d'autres régions. Oups. Vas-y. Ici. Ah. OK, donc là, il faut que je sois ici. Donc là, pour voir un peu, voir le... Oups. Ah, voilà. Donc là, nous avons l'évolution de la population de la RMR de Montréal sur une période de plus d'un siècle. Vous voyez que ça continue à augmenter. Déjà, vous voyez qu'il y a eu une petite rupture ici. OK, puis après, ça a repris. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut aller regarder d'un peu plus près. Et le rouge, c'est Toronto. Et là, vous voyez, pendant presque un siècle, on se suivait tous les deux avec Montréal, en général un peu au-dessus. Et là, tout à coup, ici, au milieu des années 70, bang, il y a quelque chose. On a tous les deux, toutes nos deux métropoles ont connu une très forte croissance dans la période d'après-guerre, ici. Et là, tout à coup, nous, on arrête et Toronto continue sur sa lancée. Donc, c'est une rupture, sans vouloir exagérer, qui est historique. Okay? Et il y a quelque chose qui s'est passé, avec des conséquences, évidemment, économiques. OK. Ouais, donc, avant la rupture, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Okay. Là encore, je peux vous dire, je suis assez vieux pour me rappeler de cette époque-là. Moi, j'arrivais des États-Unis. Okay. Or, je n'exagère pas que quand j'ai dit Montréal des années 50 et même début des années 60 était une situation quasi coloniale. Okay. Essayer de se faire servir en français dans le centre-ville, ben, c'était de l'héroïsme à l'époque. C'était un geste politique. Okay. Et c'était vraiment une situation où le sommet, presque tous les postes au sommet étaient des anglophones, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Et l'école bleue, c'était des francophones. Okay? C'était vraiment une situation inégale entre les deux sociétés. Okay? Même si les francophones, comme aujourd'hui, étaient les 2/3 de la population, presque toutes les enseignes étaient en anglais et tout. Et évidemment, les immigrants qui arrivaient d'ailleurs, ils n'étaient pas fous, parce qu'on avait le libre choix à l'époque. On voyait leurs enfants massivement à l'école anglaise. D'ailleurs, j'ai demandé à mon père à l'époque, est-ce que tu aurais fait? Il dit, moi, je t'aurais envoyé à l'école anglaise aussi, bien sûr. Donc, le français, ça ne valait pas grand-chose. Or, les années 60, pour ceux qui... OK, question encore une fois, là. Est-ce que tout le monde est au courant de l'expression « révolution tranquille » ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas? Ah, donc vous avez un auditoire extrêmement lettré et renseigné. Or, donc, je n'ai pas besoin de... Disons, beaucoup. Les années 60 marquent aussi une rupture. Le Parti libéral vient au pouvoir en 1960 et introduit toute une série de réformes. Donc, la plus importante, on peut dire, sur le plan social, c'est la nationalisation de l'éducation. On se rappelle peut-être, mais avant, ma femme est une bonne Québécoise, disons, pure souche, comme on dit. Avant, c'était les sœurs, c'était l'Église qui finalement contrôlait l'éducation. Donc, il y a un changement brutal, un changement important, et aussi un changement sociologique. Ce n'était pas pour rien qu'on appelait ça une révolution tranquille. C'était une révolution, bien plus que bien des révolutions violentes. Une des ruptures les plus importantes, quasiment du jour au lendemain, chez les Québécois francophones, Québécoises francophones plutôt, la natalité a chuté d'une des taux de natalité les plus élevés en Occident à un des plus bas, quasiment du jour au lendemain.
C'est quasiment c'est quand quelqu'un tirait sur une... C'est disparu. Et aussi, pas la moindre chose, un changement identitaire. On s'appelait Canadien-Français. Aujourd'hui, on dit presque une expression qui s'utilise presque plus, presque péjorative. Et on est devenu des Québécois. Okay? Donc, il y a eu... Mais ça, il y a encore... On est en évolution. Okay? Pour comprendre aussi un peu l'importance de l'écart social à l'époque. Okay? Oui? Juste une question de précision. C'est chez la population francophone que le taux de natalité chute? Oui. Seulement? Mais les anglophones n'avaient pas un taux de natalité très haut. Ah, okay. Je vais revenir dans une minute là-dessus. OK? OK. Donc, parce que le premier recensement du Canada où ces données sortent et qui font fureur à l'époque, une véritable onde de choc, c'était un rapport à l'époque qu'on appelait Laurent-Danton dans les années 60 qui sortent et qui sortent les données pour Montréal. Donc ça, c'était le gain dans les dollars de l'époque, évidemment, d'un anglophone bilingue. OK? Maintenant, voilà un francophone bilingue. OK? Puis là, on peut mettre un anglophone unilingue suprême insulte. OK? Un anglophone unilingue gagnait plus qu'un francophone bilingue. Donc, ce n'était pas simplement la langue qui était dévalorisée, c'était même le fait d'être d'origine, si on peut parler comme ça, française. Et évidemment, pour francophone francophone valait pas grand-chose. Donc, devant cette situation inégale, c'est clair que quelque chose allait se passer. C'est pas dans aucun pays, j'exagère peut-être, mais est-ce qu'une telle inégalité sociale peut durer longtemps sans susciter une révolte ou quelque chose? Et elle est venue. Donc, les événements déclencheurs, c'était pour ceux... OK, puisque vous êtes toutes vraiment très instruites, est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est la crise d'octobre? Qui ne sait pas? OK, donc on a... OK, bien nous aussi, au Québec, on n'était pas différents des autres. On a aussi enfanté notre petit groupe terroriste à l'époque, qui s'appelait le FLQ, le Front de libération du Québec, qui commençait par faire sauter des choses à Westmount, quartier anglophone, sauter la statue de la reine Victoria et d'autres choses. Malheureusement aussi a tué quelques personnes. Et tout ça, l'aboutissement était en octobre 1970, quand 2 cellules de la FLQ ont enlevé le consul général du Royaume-Uni à Montréal et aussi, et c'était ça le comble, ont tué un ministre québécois. Et suite à ça, le gouvernement fédéral, à l'invitation du gouvernement provincial, a déclaré les mesures de guerre. L'armée canadienne occupe le Québec et c'était évidemment un choc assez dramatique. La bonne nouvelle, on n'a jamais plus entendu parler de FLQ depuis. OK. Donc, preuve que les Québécois, en majorité, on n'est pas friands sur des choses violentes, heureusement. Et en espérant que ça reste comme ça. OK. Mais pour les anglophones de l'époque, là, j'étais déjà bien implanté ici, et je pouvais le savoir d'autant plus que moi-même, je suis probablement plus anglophone que francophone, hein, puisque j'ai arrivé de New York. Alors, le véritable choc, c'était l'élection du PQ en 1975, le Parti québécois, qui à l'époque était un jeune parti qui n'existait à peine. Un parti qui, à l'époque, n'avait que 7 ans, tout à coup, gagne les élections avec la promesse de tenir un référendum sur l'indépendance, bientôt. Et à ce moment-là, il faut se remettre à l'époque. Cette menace était tout à fait réelle. Qui allait savoir si ça n'allait pas se produire? On était dans une période d'effervescence. Okay? Choc tout aussi brutal, okay, était la promulgation de la loi 101 qui met fin au libre choix scolaire. C'était vraiment la pièce maîtresse de cette époque de gouvernement. Quelle est la logique derrière? Ben, c'est facile. Rappelez-vous les 2 informations que je vous ai déjà données. Une, les immigrants jusque-là envoyaient 90%, grosso modo, de leurs enfants à l'école anglaise.
Okay? Et il y avait une chute de taux de natalité. Or, si on remonte encore un peu plus dans l'histoire, sur presque 100 ans depuis la Confédération, donc depuis la fondation du Canada comme pays politique, les francophones ont toujours gardé à peu près la même proportion dans la population québécoise, autour de 80%, grosso modo. Ça n'a jamais varié. Et comme je le dis en boutade parfois dans mes cours, l'équilibre s'est maintenu parce que les Canadiens, ou plutôt les Canadiennes françaises, avaient des enfants et les Anglais avaient des immigrants. Donc, okay. Donc ça se maintenait. Mais à un moment donné, il y a un élément de l'équation qui est tout à coup disparu. Et les Canadiennes françaises n'avaient plus d'enfants. Ou plutôt les Québécoises maintenant n'avaient plus d'enfants. Donc c'était évident pour tous les démographes à l'époque, il y avait des projections de catastrophes, okay, que s'il n'y avait pas un réajustement, okay, bientôt les francophones allaient être minoritaires dans leur propre ville, dans leur propre pays, même en allant plus loin. Donc la loi 101 est vraiment la pièce maîtresse qui dit désormais, okay, pour tout nouveau immigrant, ce n'était pas rétroactif, pour tout nouveau immigrant, il fallait envoyer, tous les nouveaux immigrants devaient envoyer leurs enfants à l'école française, n'avaient le droit d'aller à l'école anglaise que ceux dont les parents, okay, avaient reçu leur éducation en anglais au Canada. Et à ce moment-là, le choc chez l'élite anglophone, une bonne partie, était évidemment énorme. Et là, mais c'est là où on arrive vraiment vers la chute. Quelle est la conséquence? D'une part, il y a un départ massif, okay, un départ massif d'une bonne partie de la population anglophone plutôt nantie, mais ils partaient avec leurs entreprises, leurs capitaux. Des bons exemples, c'était évidemment le Sun Life qui partait avec grand pompe et cérémonie, qui déménageait son siège social de Montréal à Toronto. Les deux grandes banques montréalaises, la Banque de Montréal et la Banque Royale, okay, parmi les plus grandes banques du monde d'ailleurs, ont tous les deux, en catimini, transféré leur siège social à Toronto. D'ailleurs, la Banque de Montréal avait déjà trouvé un nom de remplacement. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'était? C'est le nom, pour ceux qui connaissent bien Toronto, le nom de leur siège, là où est leur siège social à Toronto, qui s'appelle First Canadian Place. Donc, c'était First Canadian Bank. Il était déjà prêt à changer de nom. Donc, tout ça était un départ qui a fait énormément mal à Montréal. Okay? Mais le malheur ne vient jamais tout seul. Okay? Il y a un deuxième malheur qui est arrivé, dont on parle beaucoup moins et les gens sont moins conscients parce que ce n'est pas leur métier de le savoir, c'est plus à moi. Et je sais bien parce que j'ai travaillé sur le projet aussi. Et là, c'était inattendu, c'est l'ouverture de Mirabel. Okay. En 1974, le gouvernement fédéral, en voulant aider Montréal, c'est ça l'ironie, le gouvernement fédéral voulait aider Montréal. On dit, bon, on va lui faire quelque chose, vraiment un gros coup. Hein. On va construire donc à Montréal l'aéroport le plus moderne de la planète. Et ils ont ils ont construit effectivement à Mirabel un deuxième aéroport moderne, joli, sauf, je ne sais pas qui étaient les imbéciles à Ottawa, mais c'était certainement pas voulu, parce que qui ont finalement fait ces règlements-là. Le fait d'avoir deux aéroports sur un petit marché comme Montréal, je vais vous expliquer dans une minute pourquoi, a littéralement tué la fonction de Montréal comme plaque tournante, ou comme disent les anglophones, hub. Pourquoi? Okay. Pourquoi? C'est parce que la législation fédérale, suite à la création de ce deuxième aéroport, était que tous les vols internationaux, intercontinentaux, devaient aller sur Mirabel, et tous les vols intracontinentaux en Amérique du Nord
était à Dorval. Si bien que quelqu'un prenait un avion, disons, embarqué à Paris et voulait aller, disons, à Cleveland, aux États-Unis, avec correspondance à Montréal, vous débarquez à Mirabel, qui était à 30 km de l'autre sans lien, même s'il y avait un lien. Donc, du jour au lendemain, on a totalement rompu la fonction de Montréal comme plaque tournante. Et par le même biais, on a donné sur un plateau d'argent cette fonction-là à Toronto. Donc, il y a un double coup. D'une part, Toronto se voit recevoir de Montréal des merveilleux immigrants anglophones bien instruits, une bonne partie des institutions coopératives et tout, et en plus se voit donner sur un plateau d'argent la fonction de centre aérien. Tout ça, évidemment, était d'une catastrophe totale pour Montréal.